Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous m'entendez bien? C'est parfait, parce qu'il y a un bruit ambiant qui peut gêner. Donc, je me présente, Karim Chiban. Donc, je suis au sein de Grenoble INP, chargé de ce qu'on appelle les activités de transfert de technologie. Donc, c'est une démarche qui consiste à collaborer. Donc, on est vraiment sur de la démarche collaborative avec des entreprises d'une manière générale, mais en particulier avec les startups, TPE, PME, qu'on accompagne dans leurs premières étapes de R&D. Voilà, donc on va vous expliquer ça dans le détail. Et on est très impliqué sur les problématiques des systèmes connectés, parce qu'on préfère dire système qu'objet, les problématiques de sûreté et de sécurité qui sont posées par ces équipements. La présentation sera conclue par Christophe Barthélémy, qui représente la société Ponant Technologies, qui est un partenaire de Grenoble INP, qui vous expliquera comment on a pu collaborer. C'est un peu un retour d'expérience à partager avec vous. Alors, je vais faire quelques mots sur Grenoble INP pour ceux qui ne connaissent pas à Grenoble. Donc, on est une fédération de 6 écoles d'ingénieurs. Ce qu'il faut retenir sur ce slide, c'est qu'on diplôme 1200 ingénieurs par an qui s'insèrent très rapidement et qui, de plus en plus, c'est une tendance qui est mesurée, vont plutôt dans des PME, au sens européen, moins de 250 salariés. Et pour nous, les gisements d'emploi sont plutôt là. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a des laboratoires de recherche qui sont capables de vous apporter de l'expertise et aussi des projets de collaboration dans vos domaines d'excellence. Voilà pour Grenoble INP, avec 2 sites, un à Grenoble, un à Valence. Moi-même, je suis basé à Valence. Alors, les domaines de prédilection du groupe, que ce soit ces formations d'ingénieurs ou l'expertise des laboratoires, elles sont affichées là, mais nous, on est particulièrement focalisé sur les sciences du numérique au sens large et les systèmes embarqués, puisque un objet connecté, c'est d'abord un système embarqué communicant, de plus en plus wireless. Et cette expertise, on l'a en particulier à Valence, avec une école d'ingénieurs, une plateforme technologique qui s'appelle Esinov, qui peut vous aider à en particulier rencontrer la conformité aux normes pour ces systèmes-là, et puis un laboratoire de conception et d'intégration des systèmes. On fait beaucoup d'intégration dans nos métiers. Et vous avez les 6 autres écoles qui sont basées à Grenoble. Alors, le modèle de collaboration, c'est le suivant. Dans l'enseignement supérieur, pour ceux qui connaissent un peu, on a des enseignants-chercheurs. Donc, on a un premier métier, c'est la formation d'ingénieurs. Un deuxième métier, c'est la recherche. Et de plus en plus, nous, ça fait à peu près 25 ans qu'on fait ça maintenant, on a développé une activité de transfert de technologie qui est plutôt market pool, en ce sens que les entreprises nous posent des problématiques technologiques à résoudre, et on va les accompagner en s'appuyant sur l'école d'ingénieurs, sur le laboratoire de recherche et évidemment sur la plateforme technologique. Alors, le programme EasyTech, c'est un programme d'accompagnement. Minalogic est porteur de ce programme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un très bon outil, d'abord pour qualifier les projets, pour les labelliser, donc donner une forme de crédibilité à ce développement R&D qui est proposé par l'entreprise, et aussi un appui en termes de financement. Alors, comment Grenoble INP collabore? On a tout un ensemble de structures adossées à l'établissement. On dit structures satellites. On a d'abord un département de formation continue qui peut former vos personnels, on va dire techniciens, cadres, ingénieurs. On a une filiale de valorisation qui est INPG Entreprise SA. Désolé pour le bruit. Donc, qui est une société anonyme dont l'établissement est le principal actionnaire et qui permet de contractualiser avec les entreprises, puisque là, on est dans le droit privé. Cette structure a des agréments crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, ce qui vous permet de mieux amortir les dépenses de R&D que vous allez engager avec nous. Un centre de transfert de technologie à Valence, qui lui a un dispositif spécifique qui est le projet industriel que je vous expliquerai après, qui est très pratiqué par les TPE, les startups en particulier. Voilà. Et puis pour finir, une fondation et une société accélératrice qui sont plutôt sur un exercice de partenariat mécénat ou d'accompagnement à la création de start-up qui seraient issues de nos laboratoires. Donc,
la fondation Grenoble INP et la structure Linxium qui est à Grenoble. Voilà, donc voilà pour l'introduction sur Grenoble INP. Ce qu'il faut retenir de ces premiers slides, c'est que l'établissement, à travers les écoles d'ingénieurs, les laboratoires de recherche, les plateformes technologiques, on est très engagé dans la collaboration R&D avec les TPE-PME et bien entendu les startups qui émergent, alors soit par des mécanismes de spin-off, soit issus carrément de nos laboratoires de recherche. Alors, les objets connectés, les systèmes connectés, les équipements industriels communicants, alors on peut utiliser toute une panoplie de terminologie. Ça, c'est pour poser le décor. On nous annonce peut-être 100 milliards d'objets connectés d'ici quelques années. Bon, c'est des études macroéconomiques estimatives. Je ne sais pas quelle fiabilité on peut leur accorder, mais on voit bien qu'il y a une explosion de systèmes communicants. Et ça, il faut en prendre conscience. Alors évidemment, je vous ai mis quelques exemples. Soit plutôt consumer, hein, en business to consumer, donc on va trouver les montres connectées ou les smartphones, mais aussi dans le domaine industriel. Les premiers systèmes connectés, ben, c'est les automates industriels, les équipements industriels, les machines, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces architectures de systèmes embarqués communicants? Là, on revient, on va dire, aux caractéristiques plutôt technologiques. J'ai mis quelques points descriptifs et puis on aura un synoptique après. Donc on a en général un cœur système qui est un cœur calculateur mais qui peut être multiprocesseur, multicœur. Aujourd'hui, vous avez des microcontrôleurs qui sont multicœurs. Alors qu'il y a à peine 10 ans, on avait un microcontrôleur qui avait une fréquence, on va dire, de quelques dizaines de mégas, un peu de mémoire flash, un peu de mémoire vive. Mais aujourd'hui, on a des systèmes qui sont multicœurs avec des puissances et des fréquences de fonctionnement qui peuvent aller au-delà du gigahertz et des capacités mémoire de plus en plus importantes. Des interfaces de communication, filaires ou wireless, des problématiques d'énergie parce que souvent ce sont des systèmes autonomes, donc qui fonctionnent sur batterie ou sur des systèmes, on va dire, avec une durée de vie limitée dans le temps, des operating systems, avec tout un environnement d'interface driver, de couches de services, de couches de communication, et puis des IHM, alors des IHM très variés. Ça peut être un afficheur primaire avec quelques boutons, ça peut être une dalle tactile, ça peut être de la reconnaissance vocale. La manière de communiquer avec l'équipement se sophistique de plus en plus. Donc voilà le type d'architecture qu'on retrouve. Alors, je ne vais pas détailler, mais qu'est-ce qu'on a en interface? On a des capteurs, des actionneurs. Donc là, on va être plutôt dans de la mesure, dans de la capture d'événements. Et puis des actionneurs, là, on va agir sur l'environnement. Et puis de l'autre côté, on va avoir de l'interface utilisateur et de plus en plus de communication RF, wireless, avec des problématiques de conformité à des normes qui sont de plus en plus critiques. Alors, je vous ai parlé de la plateforme Esinov. Vous savez que pour ce type d'équipement, on a de la conformité électromagnétique à remplir, de la compatibilité électromagnétique à remplir, avec des conformités aux normes sur toute une panoplie de tests à vérifier, de manière à avoir le marquage CE et à pouvoir commercialiser ces équipements. Mais vous avez depuis maintenant pratiquement 2 ans, 1 an et demi on va dire, vous avez une norme RED, RED, qui s'applique au système communicant, où vous devez aussi avoir une conformité sur de la communication Bluetooth, sur de la communication Wi-Fi ou sur tout autre type de communication wireless. Voilà, donc la plateforme Esinov peut vous aider à remplir cette conformité. Donc ça, c'est l'architecture, on va dire, très générale qu'on peut trouver dans un système connecté communicant. Sur la partie logicielle, on a des architectures de plus en plus imbriquées. Donc, si on est multiprocesseur ou multicœur, il faut avoir une approche de développement qui est capable d'exploiter ces ressources, ce qui n'est pas forcément simple. On a aussi des mémoires qui sont de plus en plus sophistiquées. On dit containerisées pour des questions de sécurité. On va parler d'architecture sécurisée. Alors, mémoire containerisée, c'est des mémoires dédiées au code, des mémoires dédiées aux données, des mémoires dédiées à un bootloader pour des questions de protection intrinsèque de l'architecture. Donc,
Des OS certifiés, donc on peut utiliser des OS qui sont qualifiés pour certains types d'applications dans le domaine ferroviaire, dans le domaine médical, dans le domaine aéronautique, etc. Des piles de communication avec souvent de la protection sur l'aspect protocolaire. Alors on crypte les données échangées, on crypte les mémoires dans lesquelles les données sont stockées, etc. Des accès protégés et puis de plus en plus de mises à jour à distance. Et vous allez voir plus loin que, par exemple, la mise à jour à distance pose des problèmes de sûreté et de sécurité et que de plus en plus, on est obligé de renforcer ces aspects de mise à jour à distance parce qu'ils sont indispensables vu la complexité des logiciels embarqués. Donc il faut être capable à distance de mettre à jour le système, mais il faut le faire dans des conditions de sûreté et de sécurité à 100%. Alors je vous ai mis quelques exemples on va dire de briques qu'on peut utiliser, en particulier des systèmes d'exploitation. Alors en bas, vous avez des choses bien anciennes qui ont quasiment disparu ou qui sont encore utilisées, mais de manière plus restrictive. Et on voit arriver beaucoup de solutions open source, donc avec les contraintes et les problématiques de l'open source. Alors ce qui est important dans ce slide, c'est tous les outils de test, de validation et de vérification du code embarqué. Parce qu'aujourd'hui, on embarque beaucoup de logiciels ou de bibliothèques dont on n'a pas la maîtrise, ni les sources. Et donc, on a un usage fonctionnel de ces bibliothèques. Donc, il faut pouvoir avoir une couverture de test maximale sur des environnements de ce type-là. Et je pense que Christophe Barthélémy vous en parlera après de cette problématique du test. Alors, si on élargit maintenant la vision des systèmes connectés, on retrouve bien sûr le système embarqué communicant avec ses capteurs, avec ses actionneurs, mais de plus en plus des interfaces de communication où on a une multitude de systèmes. Souvent, on parle de réseaux de capteurs autonomes, par exemple. Et cette multitude de systèmes va communiquer avec un concentrateur qu'on appelle gateway, qui va pouvoir faire un premier niveau d'accumulation, d'agglomération d'informations issues de ces systèmes embarqués. Et ensuite, cette agglomération va être poussée dans le cloud, va être poussée sur des fermes de serveurs dédiées, parce que les gens qui développent des systèmes connectés ou des systèmes embarqués communicants apportent aussi des plateformes web numériques pour créer des communautés, pour analyser les données, pour aller, pourquoi pas, vers de l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, on a cette solution de bout en bout, depuis les systèmes connectés jusqu'au cloud et aux plateformes web techno. Alors ça pose évidemment des problématiques de sécurité là aussi. Alors, pour conclure sur la partie architecture, on parle beaucoup de wireless dans nos métiers de systèmes embarqués communicants. Il y a une multitude de solutions possibles. Alors, je ne vais pas les détailler. Il y en a qui sont plutôt connus et qui sont maintenant dans le paysage depuis un certain nombre d'années, comme le Bluetooth Low Energy, le Wi-Fi évidemment. Mais on voit arriver d'autres solutions avec des coûts récurrents ou sans coûts récurrents. L'arbitrage est souvent entre la portée, donc les distances de communication, le débit et la sécurité qu'on attend de ces interfaces. Le problème central aujourd'hui, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire on peut avoir une multitude de systèmes communicants avec des interfaces différenciées, des protocoles qui sont propriétaires souvent pour la couche applicative au moins. Et donc là, il faut pouvoir apporter de l'interopérabilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un gros chantier aujourd'hui d'avoir des systèmes capables d'être interopérables. En particulier dans le smart building, on voit que c'est un vrai frein au déploiement de ces solutions. Alors pour conclure sur objets connectés et intelligence distribuée, il y a un enjeu sur les données. En particulier à Grenoble, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps. Il faut savoir que pour pouvoir déployer des solutions d'intelligence artificielle, il faut avoir accumulé, aggloméré des données depuis un certain nombre d'années. Parce que si vous n'avez pas ce vivier d'informations, ce n'est pas envisageable de déployer des solutions d'intelligence artificielle. Et ça pose les problèmes qui sont listés là, les problèmes de sécurité, les problèmes de confidentialité, les problèmes d'intégrité, comment on peut garantir que les données sont absolument fiables, qu'elles sont disponibles et
question centrale, à qui elles appartiennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a un flou artistique. Si on prend un système connecté ou une machine spéciale communicante, les données d'exploitation, de fonctionnement de la machine, elles appartiennent au constructeur de la machine, point d'interrogation. Elles appartiennent à l'exploitant de la machine, elles appartiennent à l'utilisateur final de la machine, voyez. Donc il y a différents niveaux d'enjeux sur ces données. Et dès qu'on veut accéder à des données, on va dire, critiques du système, eh bien, on est confronté à cette problématique de propriété. Alors, pour finir, les objets connectés sont des systèmes embarqués communicants. Donc, ils sont exposés au même titre que des data centers à des contraintes de cybersécurité, à des problématiques d'attaque. Et je vous indiquerai ensuite le top des vulnérabilités sur les systèmes connectés. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, grand public. Hein, c'est des données grand public. On voit qu'il y a une explosion des attaques. Et je vous ai mis les pourcentages des équipements qui sont ciblés. Alors ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces sites où on peut hacker des caméras de surveillance. Hein. Vous avez pléthore de caméras de surveillance que vous pouvez utiliser sans finalement de protection particulière du fait que les logins, les mots de passe, les informations de paramétrage sont pratiquement en clair dans ces équipements. Vous voyez, ça c'est une des premières erreurs qui est commise. Et vous avez donc les équipements réseau, donc switch, routeur, infrastructure, y compris Wi-Fi. Hein, quand vous êtes dans un environnement où vous avez du Wi-Fi gratuit, je vous conseille d'être prudent dans l'usage. Et puis on voit des équipements qui font l'objet d'attaques. Alors ce n'est pas des systèmes ou des objets connectés, mais c'est des machines communicantes, soit de manière filaire, soit de manière wireless, qui sont exposées aux attaques. Et les deux plateformes qui sont les plus permissives, bien que les plus utilisées, vous les avez en bas, en termes d'OS, c'est Linux, et puis c'est Android, puisqu'on utilise beaucoup Android sur des systèmes connectés. Alors je vous ai mis le top des vulnérabilités sur les systèmes connectés. Donc c'est des mises à jour non sécurisées. Aujourd'hui, la plupart des équipements, via la communication wireless, sont capables de recevoir une mise à jour du firmware en temps réel. Alors ça ne se fait pas en temps réel, il y a quand même des mécanismes de régulation de la mise à jour, mais une mise à jour, ça implique de conserver une image du firmware avant de basculer sur la nouvelle version. Et il faut garantir que pendant cette opération, on n'a pas de coupure de l'énergie, parce que sinon on restaure l'ancienne version. Donc c'est très complexe. Et souvent, c'est fait en phase de test et de validation avec très peu de sécurité. Et donc, ça fait un point d'entrée, ça fait une faille sur un système embarqué. La mise à jour des logiciels n'est pas traitée correctement. Alors, les problématiques de mots de passe. Souvent, vous avez des logins hein, avec un identifiant et un mot de passe qui sont en clair et qui sont quasi systématiquement les mêmes. Donc, pour des questions de facilité, évidemment. Donc, ça crée une seconde faille. Les communications, les interfaces de communication, aujourd'hui, avec des sons d'espions, on peut assez vite, si vous êtes sur du Bluetooth ou du Wi-Fi, on est capable assez rapidement de faire un reverse de vos trames protocolaires applicatives. Et ces trames protocolaires, si elles ne sont pas cryptées, si elles ne sont pas un minimum protégées, on peut parfaitement décoder le protocole et comprendre les mécanismes de trames qui sont échangés entre le système connecté et la gateway ou entre le système connecté et un serveur. Et à partir de là, on peut agir de manière, on va dire, anormale sur votre équipement. Le stockage des données. Alors, les données sur un équipement, s'il n'est pas sensible, on ne prend pas la précaution de les crypter, mais s'il est sensible, il faut prendre la précaution de les crypter. Alors, dans le médical, c'est systématique, surtout si vous avez des capteurs qui sont fonctionnellement sensibles par rapport à un patient qui est observé ou un actionneur, par exemple un pouce-seringue qui est actionné. Là, il faut que les données de paramétrage ou de configuration du medical device soient protégées, ne soient pas accessibles facilement. Et puis la présence des interfaces de debug. Alors, quand on est dans des phases d'industrialisation, on a tendance à quasiment les effacer. En tout cas, ils ne sont pas apparents physiquement, mais ils sont présents sur les cartes électroniques. Et leur présence crée automatiquement une faille, puisque c'est par ces interfaces de debug qu'on va pouvoir accéder au firmware dans des conditions, on va dire, optimales de visibilité des applications embarquées. Donc, ce qui est recommandé de plus en plus, c'est de faire de la conception sécurisée
Alors, on parle de security by design, hein. Alors c'est un peu marketing, mais il faut que les équipes de développement prennent en compte. On va peut-être attendre. Oui, il faut que les équipes de développement prennent en compte ces contraintes de mettre de la sécurité dès la conception, que ce soit pour le hardware ou pour le software. Et c'est souvent compliqué, c'est un peu comme les normes de compatibilité électromagnétique sur de la conception hardware, c'est que c'est le parent pauvre des équipes de R&D qui se concentrent sur le développement fonctionnel du produit et qui diffèrent, retardent ou traitent ça de manière très aval. Et du coup, ça crée une contrainte sur la conception qui peut être rédhibitoire et qui peut obliger de remettre en cause cette conception. Alors, je ne voudrais pas faire de pub pour Microsoft, mais c'est plus pour illustrer un peu le propos. Aujourd'hui, vous avez... Tout le monde connaît Microsoft hein, depuis presque une trentaine d'années, voire plus maintenant. Il faut savoir, aujourd'hui, Microsoft développe des composants avec ce qu'on appelle des Secure Elements. Donc, c'est des processeurs multicœurs, multiprocesseurs, d'architecture plutôt multicœur, et qui intègrent des éléments de sécurité qui vont permettre, d'une part, de containeriser les mémoires et de sécuriser les échanges de données. Et Microsoft propose une chaîne complète avec un Windows for IoT, hein, il y a un Windows 10 qui est dédié aux objets connectés, jusqu'au stockage dans le cloud avec la plateforme Azure. Donc vous voyez qu'il y a déjà des offres structurées qui vont du système embarqué aux plateformes web dans le cloud par un acteur majeur du numérique. Mais ils ne sont pas les seuls, mais je trouvais que c'était intéressant de l'illustrer. Voilà, donc j'ai fini ma présentation sur les architectures des systèmes connectés ou les systèmes embarqués communicants. Je voudrais donner quelques informations générales avant de donner la parole à Christophe Barthélémy. Nous sommes sur le stand D90, Grenoble INP est présent, en partenariat avec Minalogic et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez peut-être entendu parler de l'IRT, l'Institut de recherche technologique, qui est on va dire, l'entité partenaire pour les entreprises qui souhaitent s'appuyer, collaborer avec nous et franchir des étapes de R&D dans leur développement de systèmes connectés communicants. Donc le programme en particulier EasyTech porté par Minalogic qui pourra aussi vous apporter tout l'accompagnement dont j'avais parlé. Donc là, je vais passer assez vite. Qu'est-ce qu'on fait dans une collaboration R&D avec les acteurs de l'IRT Nanoelec? On essaye de monter dans l'échelle TRL. On fait de la maturation techno. On essaye d'aller au plus près d'un démonstrateur fonctionnel. Donc tous les partenaires, dont Grenoble INP, sont dans cette démarche d'aller au moins sur un démonstrateur, donc validé en laboratoire, mais avec toutes les contraintes, on va dire, de l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est d'avoir une couverture de test maximale. Christophe Barthélémy va vous en parler. Et d'être conforme à des normes qui s'imposent à nos métiers. Donc, qu'est-ce qu'on propose à Grenoble INP? Je ne parlerai que de ce dispositif-là. On propose un outil qui s'appelle le projet industriel, qui vous permet de mobiliser. Alors, je ferai passer la présentation par l'organisation pour ceux qui la souhaitent. Le projet industriel, c'est la capacité de mobiliser des équipes d'élèves ingénieurs de 4e année qui ont déjà une capacité de conception-développement sur une période de 6 mois à temps plein et qui vous permettent de faire une étape de R&D significative pour développer un démonstrateur dans le domaine des systèmes embarqués communicants, dans le domaine des infrastructures réseau, dans le domaine des web technologies. Donc vous voyez, on part du système embarqué jusqu'au cloud et on a de plus en plus des solutions qui sont de bout en bout. Donc avec ces équipes d'élèves ingénieurs qui sont encadrés, environnés, équipés pour une start-up, pour une TPE, pour une PME, pour un grand groupe aussi, puisqu'on a des grands groupes qui utilisent ce dispositif, vous allez pouvoir faire avancer une étape de R&D avec votre bureau d'études ou avec des partenaires extérieurs, puisque c'est un dispositif qui est très ouvert. Un élément important dans ce dispositif, parce que quand on mobilise des élèves ingénieurs, on le fait souvent à travers des stages, les équipes produisent énormément de documentation. Donc vous avez une traçabilité documentaire de tous les développements pour que vous puissiez vous les approprier une fois que cette période de 6 mois est terminée.
Dernier point, comme je le disais, c'est une collaboration ouverte, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tierces parties, des partenaires, des fournisseurs de briques technologiques hyper spécialisés, en particulier sur les problématiques de communication wireless. Et donc, on est à l'écoute aussi des partenaires que l'entreprise peut mettre en face de l'équipe d'élèves ingénieurs pour renforcer la collaboration et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au départ du projet. La plateforme Esinov dont je vous ai parlé intervient dans ces projets en support technique, où là on a des techniciens et des ingénieurs experts qui peuvent apporter à travers 3 plateaux. Un plateau plutôt dans le domaine des normes. Donc vous voyez, je parlais des normes CEM et des normes RED dans le domaine du wireless. Un plateau plutôt sur la sécurité de la conception. Donc il y a une vraie expertise sur les architectures. Qu'on parle du hardware, donc des architectures sécurisées au niveau de l'électronique de conception. Et puis aussi au niveau du firmware, donc au niveau des logiciels embarqués, des OS et souvent des bibliothèques qu'on peut intégrer au développement. Le plateau numérique lab, lui, il sera plutôt sur l'aspect IT, sur l'aspect cloud, donc sur les problématiques liées au web techno, à la communication, au stockage des données, à l'accès aux données. Alors, ça c'est un exemple que je voulais partager avec vous, qu'on rencontre de plus en plus, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. Ce qu'on observe, nous, c'est que de plus en plus, on a des systèmes industriels connectés qui font remonter des données à travers leurs capteurs, mais aussi à travers leurs actionneurs. Souvent, les actionneurs, c'est plutôt un enjeu de maintenance industrielle, hein. Et l'objectif, c'est d'agglomérer ces données sur des serveurs, en prenant en compte toutes les problématiques de propriété, d'intégrité, de disponibilité, etc. Et l'agglomération de ces données, l'objectif, c'est d'être capable de les analyser, de les classifier, d'en tirer un usage, d'en tirer une valeur ajoutée. Et donc là, on retrouve une tendance récente, hein, je ne veux pas non plus dire que ça date de très loin, ça commence à émerger. On retrouve des problématiques d'intelligence artificielle et de machine learning sur toutes ces données remontées par les systèmes connectés. Voilà, alors ça c'était plus un mot sur MIAI. Alors je ne vais peut-être pas détailler là, mais vous savez qu'il y a un institut de recherche en intelligence artificielle qui s'est créé à Grenoble. Il y a 4 sites en France, dont Grenoble. Et le projet MIAI va travailler tout sur ces problématiques de déploiement de l'intelligence artificielle, et on commence à parler d'intelligence artificielle embarquée, c'est-à-dire amenée au plus près des systèmes, donc qui sont en interface avec les capteurs et les actionneurs, déjà un pré-traitement de ces données qu'on est capable de récupérer. Voilà, je pense que je vais passer rapidement parce que je ne veux pas non plus consommer tout le temps pour Christophe. Donc le retour d'expérience aujourd'hui qu'on a, c'est le suivant. 70% d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes et la majorité des projets avec des PME au sens européen, moins de 250 salariés. Mais en réalité, décidément, et le temps qui est imparti peut-être, oui, la majorité des projets, c'est plutôt avec des TPE, donc je dirais moins de 20 salariés. Un rappel sur le programme EasyTech. Aujourd'hui, c'est une collaboration avec Grenoble INP. Voilà, j'espère que ça va rester en ligne. Donc là, je vous remercie pour votre attention. J'étais obligé d'aller un peu plus vite que sur la fin. Et je vais donner la parole à Christophe Barthélémy qui va vous faire un témoignage d'un exemple de collaboration et vous parler du métier de la société Ponant Technologies. Je parlerai peut-être un peu plus en particulier de la solution qu'on présente ici sur notre stand, qui est un robot de test destiné au test des interfaces homme-machine. Donc Karim a parlé des interfaces homme-machine, leur importance dans l'IoT. On a une machine qui est aujourd'hui dédiée à ce genre de problématiques. Donc collaboration avec les ISAR, moi ça a même commencé avant les ISAR, puisque je suis de la première promotion de l'ISAR, qui était l'ancêtre de les ISAR, il y a maintenant plus de 30 ans. Et à l'époque, on avait déjà des projets industriels, alors qui duraient peut-être pas tout à fait 6 mois, mais j'avais vraiment apprécié ces projets industriels en tant qu'étudiant.
Et j'ai pu profiter, donc quelques années après, dans mon expérience professionnelle, j'ai passé 15 ans chez un grand fabricant de terminaux de paiement électronique situé à Valence. Donc je pense que vous voyez à peu près de qui je peux parler. J'étais responsable du logiciel dans cette équipe et j'ai dû proposer une dizaine de projets industriels sur différents thèmes. Donc pour une grosse structure comme les gens dont je viens de parler, c'était assez simple à organiser, ça passait bien dans les roadmaps et c'était très efficace. Quelques années après, chez Ponant, petite structure, on était une vingtaine d'années quand on a lancé le premier projet industriel. Je me suis posé pas mal de questions et puis on y a été. Donc avec 3 étudiants qui ont travaillé pendant 6 mois sur un sujet interne qui était un sujet de simulation connexe à notre robot de test. Ça s'est très bien passé. Il y a eu, côté financier, on a eu une labellisation EasyTech qui nous a permis d'avoir une approche financière raisonnable. 3 étudiants, il faut encadrer ces étudiants. Alors, ils sont encadrés côté EasyZar, bien évidemment, mais il faut aussi consacrer du temps côté entreprise pour suivre tout à fait correctement ces projets. Mais ça a été une réussite. Le produit qui a été développé n'est pas encore commercialisé parce qu'on a besoin de finir l'industrialisation. Karim parlait de ça, effectivement. Il y a une partie, le produit livré suite à un projet industriel doit être industrialisé. On est encore dans cette phase d'industrialisation. Voilà, donc pour nous, c'était une très très bonne expérience. D'autres expériences également avec les ISAR, notamment le labo de CEM, puisqu'on passe des tests CEM à Valence directement sur ce labo, sur notre robot de test. On travaille beaucoup avec des PFE, donc des projets de fin d'études des ISAR, et puis on recrute aussi pas mal de personnes de les ISAR. Voilà pour la collaboration donc, de longue date et vraiment réussie avec les ISAR. Un petit mot sur un lien entre notre robot de test et l'IoT qui a été présenté par Karim. Pendant des années, quand j'étais chez ce constructeur de terminaux de paiement électronique, une difficulté pour tester ce qu'on appelait le SDK, donc le support de la plateforme logicielle, pour lequel il y avait beaucoup de tests à faire sur les interfaces machines notamment, donc les écrans, les claviers. Et finalement, bien souvent, ces tests sont faits complètement manuellement. C'est répétitif, c'est usant, c'est pénible. Et donc, on a lancé il y a maintenant 2 ans un robot de test destiné à ce genre de choses. Donc une partie a été étudiée avec les ISAR, avec des étudiants des ISAR qui ont été embauchés chez nous d'ailleurs. La solution est relativement simple. En fait, on a un palpeur qui va venir appuyer sur des touches ou sur un écran tactile. Et puis, on a une caméra qui va voir ce qui se passe sur l'écran. Et la programmation est élémentaire puisqu'elle est faite par des opérateurs qui vont dire quand je vois ça, je dois faire ça. Donc, ils ont un outil qui leur est dédié pour faire du test d'IoT. C'est essentiel parce qu'en fait, quand on va mettre sur le marché un produit, que ce soit un gros industriel ou une petite start-up ou PME, va mettre sur le marché un produit, l'image de l'interface homme-machine, c'est tout de suite ce que les utilisateurs vont voir. Et si cette interface homme-machine est buggée, ça peut être catastrophique pour un produit. Faire du test répétitif, c'est très long. Comment va se comporter mon IHM quand je vais faire 500, 1000, 10 000 appuis sur une même touche ? Les ingénieurs, en général, quand on leur pose la question, faire 10 000 appuis sur une touche pour vérifier que leur soft marche bien, en général, ils ne sont pas très, très satisfaits, ils préfèrent faire autre chose. Donc le robot, aujourd'hui, est destiné à ce genre de choses. Il permet vraiment de tester complètement et très simplement des interfaces homme-machine, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être sur des terminaux de paiement, ça peut être sur de l'automobile, ça peut être sur du smartphone, de l'IoT, des télécommandes. Enfin, il y a des IHM, on en croise tous les jours et une quantité. C'est un produit qui n'est pas réservé, comme le disait Karim, l'IoT, souvent c'est réalisé par des PME, par des startups qui n'ont peut-être pas les moyens pour mettre en évidence ou tester de manière complètement exhaustive leurs interfaces. La solution peut être vendue, louée, et on fait également du test à la demande, c'est-à-dire que des gens vont pouvoir passer 1 heure, 10 heures, une semaine de test chez nous, ce qui est tout à fait compatible avec les contraintes liées aux startups pour de l'IoT. Voilà, donc c'est une solution originale. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence directement sur ce marché, donc on a une dizaine de machines qui sont présentées en exploitation en France, et on a des demandes très fortes à l'export.